Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui on rencontre dans son petit paradis Joe Damas. Bonjour citoyen. Salut citoyen, ça va? Bah écoute, merci de nous accueillir. Euh, voilà, on est au paradis, au Bon. milieu d'une forêt cultivée, de poulaillers, ruchers, etc. Enfin voilà, très très belle rencontre. Ben, vas-y, continue. Vu que tu viens de faire la visite, donne-nous ton sentiment sur ce que tu as vu ou ce que tu entends, les oiseaux, le bruit de la nature. Bah, c'est incroyable ce que tu as réussi à faire avec finalement tes mains, ta bonne volonté et puis ton énergie. Ce que tu as fait, ton jardin en permaculture, tout ce que tu as fait. Et puis vers la voie du bonheur et de l'autosuffisance. Voilà. Ben ouais, c'était le thème de votre venue, je crois, un peu l'autonomie alimentaire. Du coup, sur ce que tu viens de dire, c'est pour ça que ça me lance. En fait, c'est pas je parce que, tu vois, on est une petite famille. Donc c'est mon épouse et moi-même avec mon petit. Et puis c'est aussi grâce à Dieu parce que j'ai prié pour avoir déjà le terrain, tu sais, c'est des longues démarches, notaire, il va préempter, tu sais pas, machin. Et puis tous les jours, c'est un peu un combat et on gagne ce combat tous les jours, mais c'est jamais je en fait. C'est souvent avec mes mains, mais c'est aussi des fois avec la main des copains comme Seb qui est là ou d'autres. Et c'est le fait, nous, de s'engager vraiment dans le retour vers la nature. Eh ben, il y a des gens, des inconnus, qui nous donnent de l'amour. Des fois, ça se voit par du matériel, des fois, ça se voit par du temps, et qui rend l'impossible possible. Le message d'espoir que les gens, entre guillemets, de la ville, ouvriers, doivent retenir, c'est que ça n'existe pas. Que un artisan boulanger ou un peintre, il vient, il y a des gens qui lui achètent plein de pinceaux, qui le soutiennent, qui partagent, qui lui donnent du temps parce qu'il peint des murs en blanc. Alors que quand tu es là, tu plantes des arbres et tu cultives pour toi-même, pour ta famille, ben les gens ils viennent, ils te donnent de l'amour et ils en reçoivent à un temps donné. Hein. C'est pour eux-mêmes qu'ils font ça. Et du coup, c'est merveilleux. Je pourrais même pas te donner la liste des gens qui nous soutiennent, qui viennent, qui passent, qui donnent de l'amour. Tu vois, dans les ruches, il y a une des Du ruches. matériel aussi, enfin, Ouais, de c'est la pas récup, commun. voilà. Donc il y a un vrai soutien populaire qui est intrinsèque à l'homme, je crois. Et le fait qu'à partir du moment où tu es dans la nature, ben, il n'y a plus trop d'histoires de race, d'âge, tu vois. Moi, un monsieur qui nous a quittés de 80 ans qui mettait de la fistouille des produits dans ses cultures depuis des années, qui est venu, qui s'est intéressé à la permaculture, qui à la fois il m'a enseigné des trucs sur les moutons, mais qui a eu l'humilité d'écouter un mec de banlieue qui lui dit non, en fait, si tu veux, les tomates, t'es pas obligé de mettre de la bouillie bordelaise, et qui a mis en application certaines choses. Et du coup, voilà. Ce qu'on fait ici, nous, c'est juste agir, en fait. Et je crois que quand on est dans la nature, on n'est plus dans la ville, en fait. Et la ville, je crois que c'est un peu l'ennemi de la vie. Je sais pas si. C'est pas simple pourtant parce que ton terrain il est inondable. On n'est pas loin du marécage. Tu m'avais dit il y a des crues. Tu t'es retrouvé Ouais, ouais. avec ta maison sur pilotis. Voilà. Bah en fait nous c'est une tente qu'on a donc c'est plus facile. Mais donc les crues, ouais ouais c'est. Mais à la fois les crues c'est ça aussi qui fait que tu vois on entend des oiseaux. Nous ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on a augmentation du nombre d'oiseaux, du fait qu'on les nourrit un petit peu en hiver, augmentation du nombre d'arbres, on en a planté au moins 200, minimum 200, sans compter les fruitiers. Voilà, augmentation de la biodiversité, et à tel point qu'avec mon épouse, on est des fois, une fois, on s'est fait le raisonnement de dire putain, heureusement qu'on a Facebook. Parce que si on n'avait pas Facebook, on ne voyait pas des mecs en train de torturer des animaux dans un abattoir ou un panda en train de crever de faim ou des gilets jaunes en train de se faire crever les yeux. On se dirait mais qu'est-ce que c'est génial la vie. Et heureusement, grâce à vous, grâce à Facebook, bah, on se dit putain ça foire en fait. Mais sinon non, tout va bien. Le monde va bien. En fait, si on arrête d'être dans leur game, bah, j'en ai des frissons quoi. T'écoutes. Voilà, moi Si on sort du système, ça va bien. alors le système, je parlais du matérialisme, plus que, enfin du matérialisme, parce que tout ça c'est matériel, hein, mais je parlais de la ville, quoi, de la ville, déconnecté de la nature, tu vois, voilà, c'est plus ça. Si on sortait
des cages en fer, tu vois, comme Pierre Rabhi parlait de, tu nais dans une boîte, après tu es dans ta caisse, tu vas en boîte de nuit, tu vas dans un bahut. Voilà, on vit dans des boîtes. Donc voilà, j'ai une phrase pour me citer moi-même, je dis l'avenir c'est le passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, le progrès c'était quelque chose. Et je crois qu'on s'est arrêté au 19e siècle. Au 19e siècle, pas l'humanité, parce qu'il y en a qui ont eu besoin de progresser encore, mais en France, en Occident, on est arrivé à l'apogée du progrès technologique. Et je crois qu'aujourd'hui, tu as un iPhone dans tes mains ou je sais pas, c'est pas un progrès par rapport à la pensée. Tu vois un taxi dans sa voiture. Est-ce que c'est le progrès d'avoir un GPS, sachant qu'un taxi des années 80, il connaissait la moindre ruelle par cœur? C'est pas un progrès. Donc voilà, je crois qu'il faut revenir en arrière. Voilà, l'avenir c'est le passé. Et en y revenant, bonheur, amour, virilité, dignité, sérénité, force. Force dans le sens que quand tu es pour tenir dans la ville vos combats que je respecte, hein, les Gilets jaunes, j'en suis pas. Je vous soutiens fraternellement, mais j'en suis pas parce que je pense que c'est trop fou de se battre comme ça. Mais nous, là, en retournant à la nature, je bois plus, je fume plus, je sors plus des trucs. Voilà, je consomme, bien sûr, je consomme, mais le moins possible et de moins en moins. Un minima. Mais je consomme parce que en fait, je suis un dégénéré occidental qui doit se dépolluer de ce qu'on m'a inculqué depuis des générations. Mais le lavage, il est tellement rapide que je pense qu'en une vie, peut-être, j'arriverai à pas avoir besoin de tout ça. Je t'ai parlé du saule tout à l'heure. J'ai planté des milliers de plants de saule. Et la première montgolfière, elle était faite de saule. La première fois qu'on décolle, c'est avec du saule. Les voitures, comment dire, les sièges étaient voilà, comme ça, c'était du saule. Et ben, je crois que dans cette vie, si j'étais un peu sérieux, ben, je pourrais ne pas consommer. D'un point de vue très technique, Ouais. donc toute Merci. ton installation pour vivre ici, c'est de la récup et puis des arbres aux alentours. Tu tresses, tu fais des murs avec de la cendre, de la terre. Tu essaies de te réapproprier en fait le maximum de process. Ben, le four à pain, ben, en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est recyclage. Euh, L'idée c'est recyclage et c'est transformation. Ça veut dire avec les orties que tu as dans le dos, ben, tu peux faire ben, déjà à manger, beaucoup. Une sorte d'épinard, des salades. Tu peux faire de la corde, voilà, tu peux faire de la fibre type chanvre, des choses comme ça. Moi, le saule, j'aime beaucoup le saule parce que le saule, c'est hyper productif, c'est très généreux et c'est à domicile, j'ai pas besoin d'aller loin. En terrain humide, hein, parce que c'est aussi une bénédiction. Voilà, ouais. Voilà. Le terrain humide, c'est d'ailleurs, tu vois, quand tu vas chercher des légumes, tu vas au maraîcher et le maraîcher, il y a marais dedans. Donc voilà, pareil, j'ai des moutons, on fait de la polyculture, donc agro-silvopastorale, la forêt avec la terre et les animaux. On a des moutons. Celui qui garde les moutons, c'est un berger. Il y a les berges dedans. Et du coup, les arbres se comportent pas pareil Ils ont une durée de vie plus courte, mais ils sont beaucoup plus généreux. Donc voilà, le fait d'être... Je pense que l'humanité tout entière venait cultiver dans les berges. Sauf que nous, on n'y vit pas parce qu'on n'a pas... on pourrait vivre ailleurs. C'est juste qu'on on a tellement de travail au jardin qu'on dort là. Donc, tu vois, à force, au début, je venais une fois par semaine, puis deux, puis trois, puis après, j'ai pas envie de partir en fait. Et toi, donc, c'est de la permaculture, mais tu reprends aussi des techniques des maraîchers parisiens de la fin du 19e Ouais, siècle. du 19e siècle. Explique-nous ce que tu nous disais tout à l'heure. Alors, ben, donc moi, la perma, je m'en inspire beaucoup sur plein de trucs géniaux. J'aime beaucoup le principe du zonage. Voilà, y a plein de trucs, le sol vivant et tout. Mais les maraîchers parisiens du 19e, voilà, je crois, vous me direz, confirmerez si c'est bien ça. D'ailleurs, le livre est en téléchargement libre sur Internet. C'est 800 maraîchers qui nourrissent 2 millions de Parisiens. Et donc c'est un exemple pour le monde entier. Ça veut dire une ville comme Paris de 2 millions d'habitants au 19e, elle est nourrie exclusivement par 800 maraîchers. Et les problématiques de ces maraîchers, ben, moi, les problématiques et les solutions, ben, je suis dedans. Et en fait, voilà, c'est juste quand on voit qu'on a des tomates qui font 800 km ou un yaourt voilà, or on pourrait être complètement autonome et pas acheter des produits
si bio soit-il, des produits qui viennent d'Espagne avec les camions. Et vous, j'imagine qu'en tant que gilet jaune, la notion de résilience, elle est importante. Et quand tu vois que 90% des aliments qui arrivent, si c'est pas 100, qui arrivent à Paris, ils arrivent par camion, ça veut dire que celui qui a la clé de l'essence, il a la clé des coffres forts parce que j'imagine que les gens qui nous regardent, ils ont au maximum 3 jours de bouffe dans leur placard, ce qui est normal en fait, parce que les maisons ils sont petites, les apparts, c'est, je sais pas, 1 mètre carré à Paris c'est 10 000 euros. Voilà, 1 mètre carré ici c'est 1 euro. Voilà. Alors moi, tu vas me dire oui, mais c'est pas chez toi. Oui, mais si, c'est chez moi en fait. Quand j'habitais dans un petit appart à Paris, bon, ici il faisait 20 mètres carrés mon appart, j'avais un appart de 20 mètres carrés. Ben, moi, mon terrain là, il fait 10 000. Là où j'habite, c'est pas ma tente. Ma tente, j'y suis quand je dors ou quand il pleut. Et encore, quand il pleut, je mets un kawaii et je suis dehors. Donc, je vis dehors, mais je sais plus qui d'entre vous m'a dit ouais, t'as l'air en forme pour ton âge. Je suis, je suis plus en forme que quand je suis arrivé. C'est-à-dire, je me tiens droit, je me tiens fort, pas parce que j'ai envie, parce qu'en fait, la vie en nature te rend la santé que t'as pas en ville. Et tu vois, quand je bossais, j'ai encore bossé jusqu'il y a 2 ans sur Paris, tu fais des embouteillages, la pollution, tu te baisses, tu as besoin de compenser avec une alimentation mauvaise et fumer, tout ça, ça disparaît par... non, je te remercie. Par le quotidien, en fait. Voilà, par le quotidien de la vie en nature, quoi. Alors tout se passe bien sauf pour les renards et les sangliers. Non, ça se passe bien aussi pour les renards, c'est-à-dire que moi, le renard, à partir du moment où il me prend une poule ci et là, je suis plutôt partageur. Et en plus, ma femme, elle aime beaucoup les animaux. Ma femme, ça me fait marrer. On a donc juste là, tu vois, là, donc c'est pas clôturé ici parce que justement, moi, j'ai eu plusieurs fois des chevreuils qui sont passés et c'est génial. Tu as des chevreuils qui passent malgré on est là tout le temps. Et là, la semaine passée, il y a des sangliers qui sont venus et ils sont 7. Et Tu les as comptés, tu les connais? mais ma femme, elle les a vus l'hiver, elle les a vus quand ils étaient marcassins, donc elle les a vus, ils étaient 7 avec la mère. Et là, ils commencent à venir passer parce que donc nous, on a un baissière là de drain qui a été fait par les anciens, un truc extraordinaire. Donc ils viennent boire et se rouler dans la gadoue là-bas, quoi. Et donc je sais pas s'ils passent où il y a les ruches ou s'ils ressortent, parce que la porte elle est tout le temps ouverte là. Mais du coup, je me dis, bah, soit je clôture ou qu'est-ce que je fais? Bon, je chasse pas. Est-ce que j'appelle le pote chasseur? Parce que je suis pas forcément contre les chasseurs. Et ma femme, elle me dit, non, ils sont trop mignons. Voilà. Par rapport au jardin, ils n'ont pas trop défoncé les planches de culture? Ben, ils sont jamais venus. Moi, je suis plutôt partageur et pacifiste, mais je suis anthropocentriste, on dit. Moi, je vois l'homme au centre d'un tout. Et Pas l'argent alors. l'homme, non, l'homme. Et du coup, pour moi, voilà, je suis au centre de ce terrain et je suis pas dominateur. Donc, comme je te disais sur ce frêne qui nous couvre, est-ce que c'est mon frêne ou est-ce que je suis son homme? Je suis sur ce terrain-là, mais il est 100 ans avant moi, donc je suis sur son terrain. Je suis partageur, que ce soit avec les corbeaux, les rongeurs, les ragondins, mais j'ai un arc ou les hommes. Et quiconque gratte un peu, je veux bien. Quiconque me marche dessus, bon, Ça se passera mal. je ferai ce que je peux en tout cas. Donc ces retours vers la terre, ça a germé quand dans ta tête en fait cette soif de cette direction? Ben je veux dire, chaque personne a sa germe dans sa tête. Chacun, je veux dire, des capitalistes de plus haute dose viennent ici, écoutent le discours et disent ouais, t'as raison. Et le mec, pendant qu'il fume et qu'il pollue et qu'il découpe des arbres, il dit t'as raison parce que c'est en nous, c'est tous nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, c'est notre histoire et c'est la norme en fait. Voilà, c'est la norme. C'est ce que je vis là, c'est la norme. Et on a essayé de nous déraciner parce que c'est plus facile de nous contrôler. Je voulais vous lire, mais je vous le lirai après en off parce que c'est trop agressif. Je vous lirai Jean Giono, donc Lettre aux paysans, sur la pauvreté et la paix. Et du coup, il explique qu'en fait, ils avaient besoin, quand je dis ils, c'est les dirigeants en général, ils avaient besoin de nous déraciner de la nature pour pouvoir nous contrôler. C'était pas possible. Un exemple sur les terres, par exemple, moi, si je meurs ici, j'ai pas le droit d'être enterré ici. Il va parler de sanitaire, ils font les pires trucs, mais en admettant. Mais en admettant que moi j'étais enterré ici, essaye de t'imaginer mon fils ou mon petit-fils, si on veut lui acheter le terrain. Attends, mais il y a mon grand-père ici, tu vois. D'ailleurs, les Indiens d'Amérique, ça a été très compliqué quand ils sont arrivés pour faire des golfs dans des cimetières. Ils se sont fait découper les mecs parce que non, tu touches pas à nos ancêtres. Et du coup, à partir du moment que tu es enraciné c'est plus possible en fait. Tu peux pas emmener les gens à la guerre, les gens.
Et donc, ça a été très dur pour les dirigeants de déraciner les gens, même l'engouement du matérialisme, tu vois, l'industrie qui démarrait, c'était génial, les voitures et tout. Même ça, les gens, ça les motivait pas. Ils voulaient pas quitter leur ferme. Dans les Cévennes, c'est au confort qu'ils ont eu les paysans pour les amener dans les villes à charbonner en usine. C'est par le confort, l'eau courante. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est par la guerre d'abord. Non, je crois qu'ils voulaient pas et que d'abord on a eu besoin de. C'était, je pense, la première raison de la Première Guerre mondiale pour les Allemands et pour les Français. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas. Les gens ne voulaient pas aller à la guerre. On voulait pas. On n'a jamais voulu y aller. Et il a fallu couper ce lien. C'est-à-dire que moi, pour que j'aille sur un gilet jaune, que je mets sur un rond-point avec un gilet jaune, et crois-moi bien que j'aurai une fourche, il faudrait que me couper de ça. Si tu me coupes pas de ça, jamais j'irai faire la guerre pour personne. C'est impossible. Et du coup, la raison de la guerre, c'était, voilà, y a un ennemi trop fort, ils ont coupé, et après, quand tu reviens de la guerre, ben, tu as perdu les savoirs, et tu sais pas, ben, donc tu dois réapprendre, et bon, ben, c'est l'Américain qui t'apprend que, en fait, finalement, le tracteur, c'est mieux que la traction animale, que les engrais, ça marche, et en plus, ça marche. C'est-à-dire que moi, je suis complètement contre le progrès, mais ça marche, un temps. Et si tu mets dans la balance tout ce qu'il y a de positif et de négatif, ça marche pas. Les anciens ont toujours raison. Là, tu vois, on a un toit en chaume qui nous a été offert par Thierry Renard. On a fait ça, j'ai fait la moitié. Voilà, c'est un toit, c'est du chaume. Ben, les tuiles mécaniques marchent moins bien que ça. Et pourtant, c'est du roseau, ça coûte 0 €. Voilà, ça coûte 0 €. C'est un savoir ancestral. Un vrai chaumier, c'est un métier hyper noble. Mais n'importe qui, il va suivre une formation, et ben, il peut bricoler un truc qui va durer que 20 ans. Mais une tuile mécanique de merde, ça dure 30 ans, puis il faut changer. Tu partages ce savoir avec ton association, avec d'autres associations, tu partages aussi ça, tu transmets? Complètement. Alors, pas tout le temps. Donc, notre association Les Brises Bitume, on partage. Quand c'est c'est souvent avec des jeunes, que ce soit des jeunes en difficulté ou pas, avec des jeunes, je partage. Sinon, ce qu'on fait, on produit des ateliers initiatiques, donc la transmission du savoir des anciens à des fins émancipatoires. Et ce qu'on fait, c'est que on fournit, on paye la bouffe, on paye souvent le déplacement ou l'initiateur. Quand c'est souvent le cas, ils s'offrent, ils disent non, c'est trop bien ce que vous faites, on le fait gratuit. Et pour que les gens viennent, tu vois, la semaine dernière, il y a Eric le forgeron, il est venu, il a transmis un savoir de la forge. Et bien en 2 heures, voilà, moi je sais que je suis capable de faire un couteau. Et nous, on le donne pas parce que finalement on le produit, mais nous on le reçoit aussi, le savoir. Donc finalement, moi c'est la possibilité d'avoir des gens qui viennent, on partage un temps, on renforce les liens sociaux, on a déjà des enfants qui allaitent et des personnes de 80 ans qui viennent aux ateliers. Et moi, voilà, aujourd'hui je sais faire 1000 métiers, je sais rien faire et en même temps je sais faire 1000 métiers, en grande partie grâce au fait qu'on reçoit ces gens pour les ateliers. Et je pourrais même plus te faire la liste des ateliers, tellement il y en a. Alors évidemment, il y a la vannerie, je te parle beaucoup du saule, il y a la vannerie, il y a la traction animale, il y a la conservation de l'aliment, le terre-paille, le four à pain, l'apiculture. Enfin, la liste, elle est, voilà, on en fait à peu près un par mois. Et donc voilà, c'est limité à 20 personnes. Et voilà, donc ouais, on partage, mais c'est pas du partage genre je suis altruiste, je donne. Non, moi je vis pour moi. Juste le fait de vivre pour soi, en fait, les gens, quand tu vis vraiment pour toi, ben, les gens, ils sont contents. Ils disent, ah, trop bien, je te soutiens, je te donne 1 €. Non, mais c'était pour moi, les gars. Et donc, voilà, les gens, ils te soutiennent. Voilà. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont sensibles au retour à la terre, retour à la campagne, retour à une forme plus simple de vie. Un petit peu forcé aussi, parce que là, on est dans le mur. Tu aurais des conseils à donner? Parce que ça fait peur à beaucoup de gens, en fait. Ben, la peur, elle est légitime et elle serait irraisonnée si absente. Moi, j'ai encore peur, presque tous les jours. Et justement, vivre en ville, c'est l'absence de peur. C'est-à-dire que tu es dans ta bagnole et tu crois que ça ne peut pas t'arriver. Moi, je sais que tu as vu comme c'est merveilleux ici. Et encore, c'est que le début. C'est merveilleux. Je me coupe le pouce, c'est mort. Et couper le pouce, c'est tellement rapide. Ça dure même pas une seconde. Je me coupe le pouce droit, préemption, c'est l'humanité, elle tient sur ça. Je me coupe les 2 pouces, je suis mort. Je me fais un genou, je suis mort. Tout s'arrête. Un incendie, tout s'arrête. Une inondation mal placée. Et donc la peur, elle fait partie de la vie. Mais du coup, le fait qu'elle soit acceptée comme une réalité, elle rend le présent intense. Donc moi, si j'ai envie de donner un conseil, c'est oui, il faut avoir peur, mais il faut aller. En général, quand ça te fait peur, c'est bon pour toi. Il faut y aller. Après, si j'ai un conseil à donner, c'est la localisation.
Ouais, 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 les enfants, les amis, le partage. Si j'ai un conseil, c'est la localisation. C'est important d'être dans un endroit qui te plaît. Où c'est moi, voilà, je suis tombé amoureux de ce lieu et je le préserve. Même hors des clôtures de mon terrain, c'est chez moi. Il y a quelqu'un qui vient, je suis là, je laisse pas n'importe qui. Je suis presque un garde forestier. Je fais attention, je ramasse des plastiques dans la rivière, même si c'est pas ma rivière, quoi. Enfin, tu vois. Et je dirais un conseil. Faites votre révolution avant de venir, comme ça nous on sera tranquille parce que certains oligarques ont tendance à venir rentrer dans les familles un peu trop loin, je trouve que c'est un petit peu abusé et du coup c'est vrai que si vous pouviez faire un peu le ménage, ce serait bien parce qu'il y a de l'abus. Tu vois, par exemple, Cocopelli a été un peu embêté. Maintenant, sur les semences, on vient t'emmerder. Sur les animaux, tu vois, moi, par exemple, j'abats pas mes animaux parce qu'on mange très peu de viande. Nos ateliers, tous les ateliers, on fait jamais de viande parce qu'on veut montrer aux gens on peut manger très bien sans viande. Mais par contre, je trouve ça hallucinant que tu viennes dire à un mec, non, t'as pas le droit de tuer un mouton. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 1 million d'années que je tue des moutons. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, c'est vrai que soit voilà, chacun individuellement faire son retour à la nature en y allant doucement. Et ouais, un conseil, il faut y aller progressivement. Faut pas vouloir. C'est très. Tu sais comment il s'appelle Alexander McCandless, Into the Wild. Ah, il a mal fini, non? Mais il a mal fini, pourquoi? Parce que, sans le juger, c'est mon frère, tu vois, mais il a voulu combattre le système, mais avec l'énergie du système. Le capitalisme, c'est tout de suite maintenant, c'est intense. Or que la réalité de la nature, c'est doucement. Tu vois, là, on a été visiter le verger tout à l'heure, ben, j'achète des fruits, et pourtant j'ai des arbres, ça fait 7 ans, ils sont plantés. J'achète encore des fruits parce que c'est lent. Et du coup, voilà, il faut aller doucement. Moi, je mange des plantes sauvages, je fais des trucs, mais j'y vais doucement. Et pour des gens, ça va très vite, mais pour moi, ça va jamais assez vite. Et donc, un conseil, c'est allez-y doucement. C'est aussi allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la théorie. Alors, ok, Internet, c'est extraordinaire. Je pense que notre émancipation, elle est beaucoup due au fait que nous, on a Internet. Et moi, je suis très dur avec les anciens, mais eux, ils n'avaient pas Internet. Si on n'avait pas Internet, on serait honnêtement pire qu'eux. Là, on a Internet, c'est une chance, ça ne va pas durer. Profitez aussi un peu d'Internet pour, voilà, regarder des vidéos pour s'enrichir et tout. Mais après, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que le blabla et la théorie de regarder des 1000 vidéos, c'est bon, quoi. Tu vois, tu fais un truc, tu apprendras autant en échouant un truc qu'en réussissant 1000 vidéos, quoi. Donc à un moment donné, il faut avoir peur, il faut réfléchir, mais il faut y aller. Tu sais, pour rebondir sur ce que tu nous as dit par rapport à l'oligarchie, puis cette pression prédatrice de l'État, prédateur fiscal, tu vois, ce racket fiscal, par rapport à tes moutons, par rapport à plein de nouvelles réglementations qui peuvent arriver, par rapport à la scolarisation des enfants, il y a plein de choses qui peuvent arriver là-dessus. Il y a aussi, en 2017, il y a un think tank gouvernemental, c'était stratégie.gouv.fr, et ils avaient bossé sur comment réduire l'exposition à la dette des pays européens. Et dans la deuxième proposition, c'était que l'État devienne copropriétaire. Il s'impose, c'est-à-dire qu'il fait préemption sur une partie de ton terrain. Ouais, mais alors là, bon, je te coupe là parce que tu m'as dit d'y aller doucement et de mettre du miel dans mon propos. Si tu commences à me parler de dette, là, je vais rajouter du piment, hein. Si tu veux, je passe la question parce que ça a démarré. Non, mais c'était pour rebondir sur le fait que tu disais aux Gilets jaunes, les gars, il va falloir quand même se débarrasser de l'oligarchie, parce que même en se sauvant soi-même, sa famille, en se retirant, en allant vers ce bonheur simple, la nature, etc., à un moment ou à un autre, on n'ira jamais assez loin, ils vont nous rattraper. Non, je dis pas ça. Je dis juste qu'ils ils ont tendance à pousser le bouchon un peu loin. Mais si on était tous comme étaient nos arrière-grands-parents, ils iraient juste gratter entre bureaucrates, se branler entre eux, pardonne-moi le terme. Le problème, c'est que maintenant qu'on est dépendant d'eux pour vivre, c'est un petit avion. Je déteste l'aviation. Par exemple, un moyen, moi je prends plus l'avion, par exemple, mon épouse non plus. Alors on connaîtra pas les Maldives sauf si on y va en bateau. Et c'est un moyen de combattre ces gens-là. Si personne prend l'avion, ben, la vente d'ADP, on s'en fout, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, par rapport à la dette, j'ai envie de dire, quelle dette, en fait? C'est-à-dire, quelle dette? De quoi tu me parles? C'est comme la dette de l'Afrique, ça n'existe pas. Toi, tu n'as pas signé pour cette dette. Non, mais c'est pas que j'ai pas signé, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont élus depuis 4 ans.
c'est tout. C'est-à-dire, tu viens d'arriver, ne me parle pas de dette. La dette, on l'a remboursée 10 000 fois. Il crée la monnaie depuis 73. Tu m'as demandé d'être d'où, je vais être d'où. Giscard, il est là depuis 1926, il est né, je crois. Il est encore dans le game. C'est-à-dire, ouais, non, mais il est encore là, il est cool. La Banque de France a toujours été pour l'argent, en fait. Et en fait, on n'est pas, nous, le peuple, chez nous. Voilà, tout simplement. Donc, moi, la dette, je réfute l'idée de dette. Maintenant, le système, il peut dire ce qu'il veut, puisque nous, on est là et voilà, il y a des grillons, il y a des vipères. On n'est pas dans ce game, en fait. Maintenant, par exemple, je ne suis pas contre l'impôt. Je ne suis pas contre le système, je ne suis pas contre l'État, je ne suis surtout pas contre la France, je suis contre l'Europe, clairement. Clairement, tout gilet jaune, toute personne qui se dresse contre Macron et qui n'a pas été concrètement contre l'Europe, c'est-à-dire, bien que je l'aime pas trop parce qu'il m'emmerde, avec Asselineau, tu vois, que ce soit Marine ou Mélenchon, ils sont pas contre l'Europe. Tout ce que Macron va décider qui t'emmerde lui a été imposé par l'Europe. Depuis 50 ans, c'est l'Europe. Alors De Gaulle, il a des bons côtés, mais l'Europe, c'est de la merde. On n'est pas dans notre pays. Et donc, à partir du moment où l'Europe, elle dit, bon, les pesticides, c'est comme ça, tu fermes ta gueule. Mais je vais pas payer des amendes pour. Alors la France, oui, nous on prend pas, mais on paye. C'est n'importe quoi. Ou sur l'immigration, c'est ouais, ou Cocopelli, voilà, ou les graines. L'Europe a dit c'est comme ça, ou les pesticides, ou tu vois, tu m'as dit pas de sujet clivant, mais l'immigration par exemple. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Faisons un référendum. Mais en admettant que les Français décident qu'il n'y a plus d'immigrés qui rentrent. Seulement les catastrophes écologiques et les réfugiés de guerre. Ce serait possible. Si c'est voté, majorité, ok. Ben l'Europe a dit non. T'es pas chez toi en fait. Donc à partir du moment où t'es pas chez toi, France, ça n'existe pas. C'était Europe ici. Et donc voilà. Donc moi je pense que l'Europe c'est un truc voilà. Faut arrêter. Et c'est pas, ça prend pas 150 ans. Regarde l'Angleterre, ils l'ont fait et ils les emmerdent, ils attaquent de tous les côtés. Et ils sont ridicules. Ils arrivent pas parce que le peuple anglais, qui est empiriquement un ennemi de la France, mais il est exemplaire. Le peuple l'a dit, foutez-nous la paix avec ça. On veut pas, on n'a jamais voulu. Et voilà. Et je pense que, voilà. Bref, je vais pas plus loin. J'essaie de. Donc voilà, en fait, là, tu fais la sécession du pays réel. Tu es rentré en sécession par rapport à Babylone, par rapport à toutes ces constructions artificielles, ces besoins artificiels. Complètement. Tu te douches dehors quand il fait froid. Ouais, même quand il fait chaud. Dans ta yourte avec le tuyau, enfin le poêle. Ouais, le poêle qui chauffe avec du bois de récup. J'ai jamais coupé un arbre depuis que je suis là. Un truc intéressant, ça me vient comme ça, donc j'essaie de rester dans du léger un peu, mais du concret. Souvent, les gens, ils viennent et tout. Putain, t'as pas peur. Ce mot, il revient souvent, la peur. Bien sûr, j'ai peur. Et un jour, souvent quand j'emmène les gens à la rivière, je leur dis que je me baigne là-dedans et tout. Mais c'est pas pollué. Ou des fois, moi, je me lave avec de l'eau de rivière. Donc en Île-de-France, il n'y a pas une rivière en France qui n'est pas polluée. Mais est-ce que l'eau de ton robinet n'est pas polluée? On peut se poser la question. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, mais l'eau, elle est pas sale et tout. T'as pas peur? Les mecs qui me disent ça, ils fument une clope. Tu vois le délire, quoi. Tu fumes, frère. Oublie tout. Tu fumes. Le pire truc de la Terre, t'es en train de le faire. Donc, on va mourir. Tu vois, on va tous mourir. L'avantage, si je meurs là, c'est que je vais me décomposer, je vais nourrir le sol, quoi. Tu vois, c'est le délire, quoi. Non. Tu vois, c'est... Ta femme, elle n'aura pas le droit de t'enterrer. Ouais, ça, je sais, ouais. Elle va devoir trouver quoi, 3 000 ou 4 000 euros pour tous les frais d'enterrement, etc. Ouais. Entre 4 planches de... Ben, j'aimerais dire que j'irai me faire enterrer au bled, mais c'est ici mon bled. Donc, on verra d'ici que je meurs, si je tiens le coup, peut-être dans 30 ans, le pays aura changé. Et je crois un peu dans les institutions quand même. Je me remets en question par rapport à ça, dans le sens que à l'intérieur, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des gens qui vérolent, comment tu t'appelles non, pas les gamelleurs, tu sais, les trolls. Alors là, il y a des trolls qui sont là du système, que ce soit des idiots utiles ou pas, mais des gens qui sont là et qui sont... Mais à l'intérieur du système, que ce soit dans la police, que ce soit dans la politique, dans les pompiers, à l'intérieur du système, dans les gens des impôts, il y a des gens qui sont avec nous. Et donc, le système, en fait, si demain tu vires Macron et qu'on met toi, tu auras besoin du système. Non, on va mettre lui plutôt.
Voilà, Plus d'éther. voilà, attention. Donc, on aura besoin d'une hiérarchie. Moi, je suis clairement contre le mot il est tombé. Par rapport à ma vision des Gilets jaunes, sachant que moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je mets beaucoup de calories dans mes journées, ça veut dire que quand je me couche le soir, j'ai pas beaucoup plus qu'une page à lire. Après, je dors. Donc Ouais, j'ai pas de thé. somnifère alors. J'ai un peu de mélisse au besoin, mais j'en ai pas besoin. Ni de cannabis, ni de rien du tout. Mais voilà, j'ai de la force pour lire une page, donc je suis pas très au courant de ce qui se passe en réalité, à part les copains qui viennent me dire ce qui se passe dans les médias. J'ai pas de radio, j'ai pas de télé, j'ai un téléphone et je regarde ce que je peux, mais souvent c'est des vidéos de permaculture ou comment faire un arc, tu vois. Mais moi, ce que j'ai compris sur les gilets jaunes, et là j'en arrive sur le sujet, je vais essayer d'aller doucement pour que ce soit audible. J'ai regardé, pour m'intéresser aux Gilets jaunes, les 7 ou 8 vidéos d'Henri Guillemin sur la commune de Paris. Messieurs et dames qui me regardez, faites ça et regardez ces vidéos à l'aune de la réalité des Gilets jaunes. Vous vous dites que les communards qui se sont fait bien défoncer par les mêmes, ils ont perdu la bataille, ils étaient plus forts que vous, ils étaient mieux organisés, ils avaient des fusils, ils avaient des canons, et ils ont fait des erreurs. Et vous êtes encore en train de faire les mêmes erreurs. Et du coup, voilà, moi je juge pas, j'ai pas votre courage. J'ai pas le courage de laisser ma famille pour abandonner ça, pour aller dans le collectif. Mais par contre, si vous gagnez des batailles, ouais, vous aurez la deuxième vague. Je pense que vous pouvez regarder que vous n'avez pas eu le soutien populaire des mecs de cité qui sont, je pense, une forme de virilité de la France et ils pourraient être un appui fort. Vous ne l'avez pas et c'est justifié que vous ne l'aviez pas parce que je pense vous avez comme les communards, vous avez un déni de Dieu et vous avez un déni de la hiérarchie. Ça veut dire que je te mets au défi de me citer un mec de la commune. Voilà, il y en a un ou deux que tu vas voir, mais qui n'étaient pas des communards de base. Les communards de base, c'est toi et moi, on est morts et personne ne sait qu'on est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Et moi, pour vous recevoir aujourd'hui, j'ai relu hier soir Jean Giono et Sun Tzu, l'art de la guerre. Je peux vous dire, les gars, vous n'êtes pas dans le game. Vous n'êtes pas du tout dans le game. Genre, vous êtes à côté. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. La base de la base de la base, vous n'êtes pas dedans. Alors moi, je ne vais jamais aller perdre un ongle pour vous. Tu vois, j'ai mes moutons, j'ai mes poules, j'ai même des animaux qui ne sont pas à moi à m'occuper, tu vois. Alors, tu me diras, ah oui, mais il pense qu'à lui. Non, je pense pas qu'à moi. Quand je fais ici, je fais pour tout le monde. Voilà, et il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui apprennent, je partage et tout. Mais à un moment donné, on est sur des gens qui sont forts. Tu vois, je suis désolé, les gens, ils sont forts. Mais à la fois, à l'intérieur de l'armée, de la police, des politiques, il y a des gens bien, qui sont comme nous. Et du coup, pour retourner pour retourner la pièce, eh ben, il faut du travail et il faut surtout impressionner. Alors, tu vois ce que je veux dire? Vous avez impressionné, mais voilà, parce qu'ils étaient surpris. Mais à un moment donné, voilà, moi, je pense que... Non, ouais, puis voilà, en tout cas, voilà, le mot qui m'a lancé là-dessus, c'est la hiérarchie. Je pense que la hiérarchie, c'est important. Quand je dis Chavez, ça fait quelque chose. Quand je dis Sankara, ça fait quelque chose. Tu vois, quand je dis j'a- toi, parce que tu n'existes pas, personne ne te connaît. Tu vois, à un moment donné, oui, les gens, ils sont prêts à mourir. Ils ont été assassinés, ces gens-là. Tu vois, et c'est des gens qui sont prêts à mourir, et c'est aussi des gens qui sont prêts à tuer. Alors moi, je suis pas prêt à tuer. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai déjà mon émancipation, je la vis tous les jours. Et il y a aussi que mes deux grands-pères, ils ont tué pour la France. C'est fini. C'est-à-dire les tireurs sénégalais, c'est fini. Les Français, allez mourir pour vous-même, allez mourir pour vos enfants, et nous, derrière, on arrive. Mais c'est fini. Ce temps-là où on tuait, tiens, tue-le, c'est bon, maître. Non, ce temps-là, il est fini. Je pense qu'on peut pas vouloir s'émanciper avec manifeste, ok, le samedi de tel endroit à tel endroit. Mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires? Tu vois, je sais pas si vous marrez si c'est trop engagé, mais je peux pas, moi, voilà, je peux pas démarrer, les gars, c'est impossible. À un moment donné, après, je pense qu'une infirmière, une mère de famille, elle a rien à faire sur un champ de bataille. Je suis désolé, c'est pas misogyne de dire ça. Il y en a, Jeanne d'Arc, c'est l'histoire de France, elle y va, mais dans ce cas-là, elle perd, elle laisse quelque chose en échange. Et ce quelque chose, moi, je le laisserai pas personnellement. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont là pour réfléchir, et tu peux pas faire la guerre sans stratège de guerre. Tu vois, tu peux pas avoir
une force sans une tête. Tu vois, on a été visiter les ruches, là, il y a une reine, quoi. Il y a une reine. Dans, tu vois, la fourmilière, il y a une reine, j'ai des moutons, ben, il y a un chef. Il y a un chef femelle et il y a un chef mâle. Alors, il faut savoir que la femelle, elle gère le troupeau et le mâle, il gère la relation avec l'homme. Mes moutons, c'est comme ça. Mais il y a un chef. Et du coup, pour revenir à la commune et la hiérarchie, la commune avait pas de leader, quoi, putain. Et vous n'avez pas de leader. Donc, ça veut dire que les décisions, elles sont... comment tu peux assumer une décision? C'est pas toi qui l'as pris. Comment vous faites, les gars? C'est déjà miraculeux que vous en soyez encore là. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, si vous avez un leader, et c'est pas forcément quelqu'un d'en haut, tu vois, par exemple, tu vois, on parlait de stratège guerrier. Le stratège guerrier, c'est pas c'est pas le patron, c'est pas le politique. Stratège guerrier, c'est un mec qui connaît les stratégies guerrières. Eh ben, ça peut être un branleur de 16 ans qui est à fond de jeux vidéo ou de jeux ou d'échecs et puis qui sait dire ouais, faut faire comme ça, faire comme ça. Mais vous vous êtes pris des branlés. Franchement, ça n'existe pas. Je te jure, franchement. Et c'est pas une question de force parce que évidemment, vous êtes plus fort que la police. Mais vous n'êtes pas du tout stratège. Vous n'êtes pas du tout. Et donc, ça sert à rien d'aller au combat. Allez pas au combat. Boycotter, sans dire de marque ou quoi, planter des carottes, mais aller au combat, d'ailleurs c'est encore une fois Sun Tzu, pour gagner. Aller au combat où vous faites tellement les dirigeants se chier dessus, les dirigeants, les politiques, les militaires se chier dessus, qu'ils combattent pas. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes tellement organisés qu'ils font arrête tout, allez, oui, on fait quoi? Et voilà, et puis on fait que ce soit le RIC ou ceci. Moi, personnellement, moi, c'est la nature qui me base, mais je pense qu'il faut d'abord sortir de l'Europe avant quoi que ce soit. Voilà, après, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en place, mais voilà, j'ai un peu fait le tour, je sais pas si, si ça va. Bon, en tout cas, merci de ta franchise, merci de ton accueil aussi, bien sûr, et puis de cet éclairage de ton point de vue. C'est très très intéressant. Mais tu sais, c'est un combat, c'est une lutte d'émancipation. Mhm. Tu sais, comme on est esclave. On est esclave dans ce système. Mhm. Avec des Moi-même, je leaders. suis esclave ici, hein. Et Non, je mais, suis esclave de ma terre, oui, de mais mon attends, quotidien. quand on sort de l'école, on a les œillères, Ah on a été formaté, il y a les médias, ouais, il y c'est a vrai. le boulot, il y a la routine, métro, boulot, Mhm. dodo, où ça t'abrutit, etc. Ouais, mais tout ça, c'est comme nos grands-pères coulent en nous. Enfin, ça marche pas. Tu vois, moi, l'éducation nationale, avec le recul, m'a fait plus de bien qu'autre chose. Alors, je suis pas pour l'éducation nationale à l'heure d'aujourd'hui, mais dans les années 80-90, ce que j'ai appris à l'école m'a été vraiment utile. J'ai négligé l'école et tout. On était dans une cité à Aubervilliers, 30-40 par classe, c'était un bordel. Mais finalement, ce qui n'allait pas dans l'éducation nationale, c'est quoi? C'est le salaire des profs et l'amour-propre des profs. On leur dit qu'ils sont des merdes de gauchos à deux balles et finalement ils sont sous-payés et ils sont pas heureux. Mais les quelques profs heureux que j'ai eus m'ont transmis l'amour des maths, du français. Voilà. Donc c'est juste que nous, par exemple, on reçoit avec l'association des groupes d'écoles qui font l'école à la maison. Et c'est vrai que, ou l'éducation libre, Montessori, ces trucs-là, et c'est vrai que quand tu restes 8 heures assis sur une chaise à t'en foutre, en 10 minutes, tu aurais appris la même chose. Donc peut-être vaut mieux que les gamins ils bossent au champ en s'amusant à faire de l'apiculture, à faire des trucs, que à rester assis à rien faire. Mon épouse, par exemple, elle a dit une phrase, un truc qui m'a choqué, dans le sens qu'elle a dit à l'école, tu dois te retenir de faire pipi. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire que la nature, on te décroche de ta propre nature. J'ai envie de pisser. Ben, tu attends 10 heures. Mais t'es pas dans la réalité. Et bientôt, si tu es un garçon, tu vas devoir faire pipi assis. Ah bon? Ouais, Ah, c'est ah ouais? passé en Suède, Danemark, Allemagne, je crois. Enfin bref. Ou alors, je ne sais pas pour quelle raison ils poussent à ça. D'accord. Peut-être en histoire de confusion de genre. Bref. Mais, J'ai entendu Chétan, apparemment c'est un film avec Vincent Cassel. J'essaie de gérer le public un peu. ouais, mais au départ, tu sais, c'est parti. C'était une jacquerie populaire, c'était le frigo vide. Et puis le prix de l'essence qui augmentait encore plus. Donc on était parti quelque chose de très horizontal, très matériel. Le frigo il est vide, ça casse, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et puis avec tous ces mois de travail et puis à rencontrer sur les ronds-points, les OP, des personnes différentes, discuter, échanger, être ouvert à l'autre, ne pas imposer sa volonté ou son opinion, sa vérité, tu vois, à l'autre, et être dans l'échange avec l'autre. Bah, de tous ces échanges partout en France à différents niveaux, sur le social, sur sociétal, sur le politique, le
l'état politique, etc., bah, on en arrive maintenant, tu vois, à au moins avoir défini l'ennemi. Ben, en fait, Et c'est déjà pas mal, parce que il y a un an, beaucoup de personnes n'auraient jamais identifié la création monétaire comme le cœur nucléaire de la domination oligarchique actuelle, ni la constitution écrite par ceux qui ouais, alors, enfin, tu vois, ouais, la alors, manière dont non, mais la Constitution, ok, la création monétaire, ok. Je pense, tu vois, par exemple, je vous entendais parler un peu tout à l'heure et tout. J'ai lu votre charte, c'est ça? Enfin, tu m'as lu le manifeste, donc qui est très bien. Je me retrouve dans tout ça. Mais tu parles d'écologie, de trucs, de machin, de trucs. Moi, pourtant, enfin, je pense que j'ai pris le respect, que ce soit de Claude Bourguignon, de Paul Watson, qui est un exemple de hiérarchie très réussi, de combattant. Paul Watson, tu sais, Sea Shepherd. Ouais. Voilà, qui est un exemple de réussite concrète, où voilà, il y a pas d'histoire de ouais, non, 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 c'est un patron et ça suit et ça tourne, tu vois. Voilà, j'ai pris le respect de ces gens-là, donc je peux considérer que je suis un écologiste dans la trempe des René Dumont, des Pierre Rabhi. Pas à leur niveau, moi je suis un mec de cité, je lis pas, j'écris pas, j'ai pas le temps, mais dans l'action en tout cas. Mais maintenant, il me semble, comment dire, l'écologie c'est fondamental, ou les enfants c'est fondamental, ou ceci c'est fondamental, mais tout ça, c'est d'abord, on sort de l'Europe. Parce qu'on ne peut pas décider de rien. Parce que c'est l'Europe qui décide, c'est des gens qui ne sont même pas élus. Donc voilà, déjà, tu sors de l'Europe, et après, tu vois. Tu vois, après, on verra. C'est comme si moi, dans ma ruche, j'ai un frelon asiatique, je ne vais pas commencer à essayer de traiter le varroa, ou ah oui, mais la porte, et puis j'ai de l'humidité, il faut que je nettoie la planche. Non, je vire le frelon asiatique, on verra après. Tu vois, et après, on verra. Donc déjà, on fait un truc, on sort de l'Europe. Et le problème, c'est que les Français, ils ont dit non. Et puis après, et le problème, c'est que les Français, ils regardent la télévision, ils écoutent la radio. Et puis maintenant, Internet, même si c'est génial, Internet, avec l'intelligence artificielle, ils arrivent à nous cloisonner aussi dans leurs algorithmes là, pour qu'on ne soit pas conscient de ce qu'on regarde. Et donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, faut arrêter les bêtises. C'est-à-dire, tu sors de l'Europe et après, on verra. Après, l'écologie, les pesticides, si vous voulez, laissez, arrêtez tout, on sort de l'Europe et après on pourra décider vraiment de ce qu'on fait. Et je pense que, honnêtement, le pays va pas si mal que ça si on arrête les frais. Tu vois, si on arrête les frais, voilà, pour moi, s'il y a un truc à faire, c'est pour ça que notre association s'appelle les Brises Bitume. Euh, c'est d'arrêter de bitumer et de replanter des arbres. Nous, on s'appelle les Brises Bitume, c'est inspiré par Claude Bourguignon quand il dit qu'on goudronne un département français tous les 10 ans. Et à la fois, c'est d'un côté Claude Bourguignon et d'un autre côté un connard de rappeur que je connais même pas son nom qui dit ouais la street c'est ma life et tout. La street elle t'a jamais donné à manger. La street c'est pas ta life, c'est ta life mais c'est pas la life de ton grand-père ni de ton arrière-grand-père. Et du coup, la street, c'est pas ma life. La forêt, c'est ma life. Et du coup, les brises bitume, parce qu'on brise le bitume, on l'a fait en plus, physiquement briser du bitume pour remettre des arbres, mais aussi briser le bitume dans les esprits, en premier. Et avant de briser même dans l'esprit des jeunes ou des autres gens, dans mon propre esprit. C'est-à-dire que moi, bien que je sois un peu anobli par rapport à une noblesse prolétarienne, mais anobli par rapport à l'homme que j'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais je suis encore complètement à la ramasse parce que eux, ça fait 1000 ans qu'ils sont là, les mecs, qui arrivent qui font de l'ingénierie sociale pour nous déraciner et ils ont tué nos grands-pères pour ça. Ils les ont même pas tués, encore mieux, ils les ont fait s'entretuer. Tu vois, parce que moi, les Allemands, je pense qu'on aura une autre guerre mondiale avec les Allemands, mais les Allemands, ce sont nos frères et ils nous ont fait nous tuer. Comme ça, et ils se marrent les mecs. Et à l'heure d'aujourd'hui, avant c'était plus facile, enfin plus, il y avait d'un côté les Indiens gentils, les Blancs méchants et tout. Mais maintenant c'est fini, maintenant c'est les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Saouds, tous des enculés et tous des merdes. Donc à un moment donné, c'est plus facile aujourd'hui, je trouve, de ne pas se victimiser aussi. Ça, c'est un truc fort aussi, de ne pas rester dans la victimisation. Moi, j'en suis encore, mais quand tu fumes ta clope, qu'est-ce que tu fais si c'est de la pleurniche? Je bois mon verre, ouais, mais c'est dur, tiens, mon père. Ça va, les gars, tu vois, faut y aller. Et puis, en plus, quand tu y vas, bah, tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. Et tout ça, ça ne change pas. Ça te rend juste prêt à l'assumer. Voilà. Bon, merci pour tout. Merci. Force et honneur. Ouais, c'est le. Alors, ça, c'est vous dites souvent ça, force et honneur. Ben, force, les gars, force. Force, ça veut dire, ce qui dit force dit alimentation.
dit aussi sommeil, dit alimentation. Je vois qu'il me regarde, mon collègue qui est là, dit aussi jeûne, parce qu'il faut jeûner beaucoup. Tu Euh, jeûnes, toi? ouais, j'ai décidé depuis peu de faire, suite au conseil de mon camarade qui est là, qui écrit un livre sur le jeûne, et Thierry Casasnovas, faire le jeûne intermittent. Ouais. C'est-à-dire jeûne sec hebdomadaire, tous les lundis, je bois pas, je mange pas de toute la journée. Alors si tu fais le calcul, je t'ai montré par rapport aux oignons, tu les plantes par Ouais, ouais, 3, ouais. 12, 1 mètre, il y en a 12, fois 2, ça fait 24, 10 mètres d'oignons, ça fait 240 oignons. Et ben, si tu fais le calcul, tu jeûnes un jour par semaine, ça veut dire 52 semaines, ça veut dire 52 jours d'économiser de bouffe. En plus de te guérir, tu as économisé 52 jours. Donc en surface cultivable, moi, 52 jours de bouffe, c'est, je sais pas, mais c'est peut-être 200 mètres carrés que j'ai pas à travailler. Comment Donc, tu l'as ressenti là? C'est un peu médical, mais comment tu l'as ressenti ce jeûne sec? C'est-à-dire que tu bois pas pendant les je, 24 heures, c'est ouais, ça? je bois toute la journée. Moi, c'est jeûne de la journée. Je bois pas, je mange pas. Alors, je te cache pas qu'il faudrait faire une interview à Seb qui est là, qui est un spécialiste du sujet. Moi, j'ai jeûné, j'ai fait quelques fois essayer le Ramadan parce qu'il y a un entrain avec les Arabes qui le font, c'est cool, c'est dans leur culture et tout. Bien que j'aime pas leur façon de rupter où ils coupent, ils mangent comme des oufs, mais c'est cool parce que c'est spirituel aussi. Hein. Moi, c'est pas seulement de la santé. Et j'ai pu le faire avec eux quand j'en avais beaucoup. Maintenant, j'en ai un peu moins, donc je l'ai moins fait. Mais là, je le fais vraiment le lundi et j'ai pas encore de recul pour te dire les bienfaits. Sauf que déjà, quand j'arrive à la planche que je vous ai montré des 3 sœurs là, t'as vu? Là, ça sort une tonne de bouffe. Hein. Ben, j'ai travaillé la terre tout seul en jeûne sec. Et ben, ce que ça me fait, pour répondre à ta question, peut-être la santé, ça me fait rien. Mais le cœur, mon frère, je me sens fort. Donc du lever du soleil au coucher du soleil, Ouais, pas d'eau pas et d'eau pas et pas de de, bouffe. pas de bouffe. Et pas d'eau et pas de bouffe et actif. C'est pas, je reste là à dormir. Bon, je fais une sieste, ce que je fais pas tout le temps, mais je fais une sieste parce que j'ai pas encore trop l'habitude. Mais je pense que ouais, en gros, ça change rien. T'es plus fort, ça nettoie. J'ai pas de bienfaits, j'ai pas encore le recul pour dire les bienfaits physiques, mais j'ai entièrement confiance en Seb et Thierry Casasnovas pour savoir que c'est sûr, ça fait du bien. J'ai lu également les travaux du professeur Gernez qui sont clairs et sans appel sur le jeûne par rapport au cancer. Donc voilà, moi le jeûne. Mais avant même tout ça, je vois tout de suite les bienfaits psychologiques. Sinon, il y a le jeûne de plus longue durée, 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais tu bois. Ouais, ben, Thierry Casasnovas, il a des super vidéos sur ça où il explique que c'est une question, c'est personnel en fait, tu vois. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai pas trop le temps. J'ai pas de temps à perdre avec des 6 jours et tout. J'ai des amis extraordinaires, des gens du village là, qui une dame qui fait 9 jours de jeûne, elle fait du vélo et tout, une autre dame 6 jours et tout. Tu la vois, elle est rayonnante. Tu te dis putain, moi je suis mort, j'ai faim, j'ai mangé il y a 2 heures. Je viens de boire, incroyable. Mais moi, perso, je vais droit au but. Je sais que je ne sais que c'est plus efficace, ça perd pas de temps. Donc voilà. Et puis voilà, Seb et Thierry m'ont dit jeune sec, donc jeune sec. Donc force et puis honneur. Et honorer ton père et ta mère par tes actes présents, sans jugement, parce que ton père et ta mère n'avaient pas internet, ton père et ta mère leurs grands-pères ont été tués dans les guerres et tout. Donc sans jugement, honore ta mère et ton père, honore ton créateur, honore tes enfants, honore ton pays et pas ton pays, l'Europe ou le citoyen du monde, mes couilles. Non, honore ton pays et dans le sens paysan du terme, paysan, tu vois. Pays, les gens du pays, moi, les gens du pays, c'est les gens autour de moi. La Corse, moi, j'aime bien les Corses, parce qu'ils sont un petit peu du terrain, mais je m'en fous des Corses, moi. Moi, les gens d'à côté, s'il y a un Corse à côté, c'est lui qui m'intéresse. Le gitan à côté, le voisin, le machin, c'est, voilà, honore ton pays. Moi, là, ici, dans le coin, je suis arrivé il y a 11 ans, moi, j'ai baissé les chines, tu vois. Je suis arrivé comme ça, un mec de cité qui arrive, tous ils se disaient, il va dégager. Mais ils m'ont respecté, ils m'ont accueilli, ben, j'ai été humble avec eux, j'ai doucement, et puis maintenant, ben, ils me croisent, ils s'arrêtent, ils me disent bonjour, ben, je suis honoré de ça. Et dans ce sens, j'honore aussi ma provenance. Je viens d'Aubervilliers. Ben voilà, si quelqu'un voit quelqu'un dit ouais, les mecs de cité, ceci, cela, et ben ils diront ouais, il y en a là-bas, quand même, ça va, tu vois. Il y en a, donc voilà, honore les anciens, honore ton fils par tes actes. Ton fils, j'entends ton fils par ton fils et ta fille. Voilà, honore ta femme par ta tenue, ta virilité, ta dignité. Voilà, et ton créateur, parce que ta vie, honore ta vie, parce que c'est tellement court, ça va tellement vite, que finalement, si tu te confortes dans une situation de victime emprisonnée,
tu n'honores pas la vie qui bat en toi. Et quand tu t'émancipes, tu essayes en tout cas, et tu peux rester dans ton boulot de merde et manger au McDo et t'émanciper. Hein. Par des actes concrets qui font mal, qui demandent des efforts. Mais quand tu le fais, tu honores la vie. Tu vois, là, il y a un prunier qui m'a été donné par un copain extraordinaire. Tu vois, quand je le vois pousser tous les jours, tu vois ce que je veux dire, j'honore la vie. Tu vois, quand je mange des fruits d'un arbre que j'ai planté, tu vois, c'est cool, tu vois. Voilà, c'est voilà. La famille, c'est important pour toi? Ben, la famille, ouais, bien sûr, complètement. La famille, après, la famille, des fois, ça, pour moi, ça s'étend au lien du sang. Mais ouais, la famille, ouais, c'est fondamental. Après, dans le combat, c'est le cas des Guevara et tout, je crois que dans le combat et dans la spiritualité, c'est le cas aussi chez les musulmans, la notion de famille, elle transcende le sang. Parce que des fois, dans ta famille, tu vas avoir quelqu'un qui n'est pas dans le bien. Et je crois que c'est pas l'honorer que de le considérer comme ton frangin. Je crois qu'il vaut mieux avoir un gars... voilà, on finit. Je crois qu'il vaut mieux avoir un gars de bien que tu connais pas, qui est ton frère de cœur, que d'avoir un frère salopard qui détruit la planète, qui viole, qui pollue, Et ça ne veut pas dire qu'il faut plus que ce soit ton frère, mais je crois que voilà, la famille c'est important. Pour répondre à ta question, ouais, la famille, avec en tête la maman. Parce que voilà, parce que la maman, tu vois, c'est sûr que c'est elle qui a, tu vois, la daronne. Elle a entendu la maman quoi, avec en tête la maman, le papa, et puis voilà quoi. Merci encore. Merci à toi. Force et honneur. Force et On honneur. ne lâche rien et monter des équipes, bande de glands. Il y en a pas des chaînes autour. Si, il y a des glands là-bas avec de l'ail des ours qui poussent en bas. Monter des équipes, qu'est-ce que j'avais pensé à quoi? À Uto, ouais, j'avais pensé à les guerriers de l'arc-en-ciel. Uto Révolution, chercher sur internet. J'avais fait une vidéo où je visite leur équipe, tu vois. Ils ont fait une ressourcerie, la ressourcerie du pont, de je sais plus où, bref, dans les Cévennes. Et quand tu vois l'organisation qu'ils ont, ces gens-là, tu vois, on parlait de hiérarchie, tu vois, mais il y a aussi de discipline, tu vois, blabla, boire des bières, fumer des clopes et tout. J'ai rien contre la bière et la clope, mais les gars, ben je les appelle les lemmings. Tac, 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 tac. Ils bossent, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu dis force et honneur, on lâche rien. Ces mecs-là, frère, quand tu les vois, tu dis, ah ouais, on a du boulot, les gars. Et nous, en France, notamment en Île-de-France, parce qu'on a le complexe supériorité tu vois, c'est comme le blanc, il peut avoir un complexe de supériorité face au noir. Et ben, le Parisien, il peut avoir un complexe de supériorité face à la France. Dans le sens que on sent, mais en fait, quand tu vas regarder ce qu'ils font les gens, ce qu'ils ont fait à Notre-Dame-des-Landes ou quoi, tu te dis, mais comment on est des branleurs. Moi, je viens de citer, j'ai grandi à Aubervilliers. Hein. Quand je vois ce qu'ils font les autres, je me dis, nous, en plus, avec le seum qu'on a, ce qu'on pourrait faire, mais c'est complètement fou. Maton, viens ici, viens dire bonjour, dis-leur, viens, parle aux chiens révolutionnaires. Voilà, voilà les chiens. Ghetto, mon frère. Allez voir les moutons. Salut les gars. Force et honneur, les gars. Force.